L'histoire qui nous réunit aujourd'hui nous emmène dans la France des années folles pour un voyage en train de Paris à Nancy. Sauf que le passager est déjà mort. Quand on se plonge des heures dans des dossiers de police, c'est passionnant, mais c'est aussi épuisant. Et pour lutter contre le coup de barre, je vous propose Oli, le partenaire de cette vidéo. Découvrez la gamme Oli Energy et leur célèbre New Caf, la caféine cristallisée dont l'effet dure plus longtemps et évite l'effondrement post-caféine du café classique. Mais quand la fatigue est absente, il y a aussi la gamme Iced Tea pour se désaltérer. Elle comporte certes des antioxydants et vitamines, mais c'est avant tout la quantité impressionnante de goût qui saura vous séduire. Lime Matcha Mint, c'est ma saveur préférée du moment. N'oublions pas non plus la gamme sportive Hydration pour récupérer après l'effort. Oli, c'est sans sucre, sans taurine et avec des colorants et arômes naturels. C'est une alternative plus saine au soda classique, mais ça reste une boisson de plaisir avant tout. Si vous voulez découvrir la gamme, je vous conseille les packs découvertes. Avec le code Alphonsine5, vous obtiendrez 5 € de réduction sur la première commande et le starter set vous reviendra à 19,99 € avec un shaker. Et si ce n'est pas votre première commande, avec le code Alphonsine, vous pouvez tout de même bénéficier de 10% de réduction. N'oubliez pas que chaque commande passée, c'est l'équivalent d'une piécette offerte à votre conteuse préférée. Alors on remercie Oli et bonne vidéo. L'affaire de l'Amazone rouge, le meurtre du square La Bruyère, quel que soit le titre de ce récit, un homme a été sauvagement assassiné et les soupçons se tournent immédiatement vers son épouse. Le 4 août 1920, une malle expédiée depuis la gare de l'Est de Paris arrive en gare de Nancy. À l'intérieur, le cadavre d'un homme, ficelé comme un rôti avec ses propres bretelles. Un certain Georges Bassarabo. Qui est ce personnage et qui a bien pu lui en vouloir au point de lui offrir ce funeste voyage? Ismaël Jacob, dit Georges Weissmann, pseudonyme Bassarabo, parfois aussi nommé Bessarabo, est un homme d'affaires juif d'origine roumaine exerçant la profession de commissionnaire pour l'agence franco-mexicaine des mines et des pétroles. Son bureau est installé dans la très chic rue de la Victoire à Paris. Homme riche, une partie de sa fortune trouve son origine dans la spéculation sur des surplus militaires à la fin de la Première Guerre mondiale. Trempant dans pas mal d'affaires, dont certaines un peu douteuses, ce n'était pour autant pas pour cette raison qu'il agissait sous un pseudonyme. S'il utilisait le nom de Bassarabo, c'était dans le but de cacher sa judaïté. Car en effet, sous la Troisième République, l'antisémitisme était galopant, donc assumer sa foi aurait été préjudiciable pour les affaires. Et les affaires sont florissantes. Il aurait réussi à réunir la coquette somme d'1 million de francs. Avec cet argent, il a pu s'offrir une villa à Montmorency, ainsi qu'une automobile, chose encore exceptionnelle à cette époque. C'est quelques années auparavant, en 1915, alors qu'il est au Mexique pour affaires, qu'il rencontre puis épouse Louise Grouès, une veuve française, mère de 2 filles, également expatriée. Alors qu'ils ne se connaissent que très peu, il retourne en France accompagné de Paul, la fille cadette de Louise, âgée d'une vingtaine d'années. Le couple s'installe dans un appartement cossu du square La Bruyère, au cœur du 9e arrondissement de Paris. Madame Bassarabo, rappelons-la comme ça, avait un profil plutôt atypique pour son époque. Née à Lyon en 1868, elle est écrivaine et militante féministe. Louise Grouès a été élevée au couvent du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie sur la colline de Fourvière. Femme de lettres prolifique, elle a écrit bon nombre de poèmes, romans d'inspiration autobiographique, pièces de théâtre, essais et articles sous différents pseudonymes. Héra Myrtel, Juliette de Boulogne ou encore Lotus. En plus de ses activités littéraires, elle possède au Mexique un magasin de nouveautés. Lorsqu'elle quitte le pays pour revenir en France, son commerce sera géré par un de ses associés. Connue dans le tout Paris comme étant une fervente militante féministe, elle a été la vice-présidente de l'Union fraternelle des femmes, participé activement au groupe français d'études féministes et a même fondé son propre journal, L'Entente, destiné à soutenir la cause des femmes.
Jusqu'en 1914, elle collabore également à la Renaissance contemporaine, revue littéraire dirigée par le jeune poète Robert Vassillier, qui, soulignons-le au passage, était aussi son amant. Elle est issue d'une famille de ce qu'on appelait alors les Barcelonnettes. Ce surnom empreint de soleil désigne des habitants de la région des Alpes de Haute-Provence partis faire fortune au Mexique. Son frère, Antoine Grouès, est le père d'Henri Grouès, qui sera connu bien plus tard sous le nom d'Abbé Pierre. Mais restons concentrés sur Louise, personnage d'intérêt de notre histoire. C'est au Mexique qu'elle épousera en 1897 son premier mari, Paul Jacques. En 1913, un drame touche la famille. Accablé par des revers financiers liés à la révolution mexicaine, Paul se donne la mort d'un coup de revolver. Cependant, des rumeurs viennent rapidement remettre en question les raisons de cette fin tragique et le comportement de la veuve n'y était pas pour rien. Mais ça, nous en reparlerons en temps utile. Bien plus tard donc, le couple Bassarabo est établi en France et a de quoi faire rêver. Leur appartement du 3 Square La Bruyère est situé dans un quartier chic de Paris, connu pour être le lieu de vie de célébrités en tout genre depuis la fin du 19e siècle et en ce début du 20e siècle. Actrices, demi-mondaines, poètes, artistes et cocottes. Mais Louise n'était pas de celles-là. Elle avait des idées bien en avance sur son temps. Elle préférait fréquenter les salons littéraires et donner des conférences sur son sujet favori, le féminisme matriarcal. À la belle époque, quand on parlait de féminisme, il s'agissait dans la majorité des cas d'un souhait d'égalité par rapport aux hommes. L'obtention du droit de vote, l'accès à certaines professions et d'une façon générale, une vie moins dépendante des figures masculines que sont le père puis le mari. Mais Louise Bassarabo allait beaucoup plus loin dans sa vision des choses. Prônant l'émancipation des femmes, elle appelait de ses vœux la fin du règne des hommes. Pour elle, l'humanité devait revenir à un matriarcat, un ordre social où les femmes jugées supérieures moralement et spirituellement prendraient le pouvoir. Ce féminisme radical, presque mystique, prenait racine dans une vision de l'histoire fantasmée, mais répandue à cette époque, selon laquelle des sociétés matriarcales auraient précédé le patriarcat moderne. Le mariage Bassarabo, bien qu'aisé et ne semblant manquer de rien en apparence, n'était pas heureux. Les disputes sont fréquentes et Georges entretient plusieurs liaisons avec d'autres femmes. On raconte que les altercations entre les deux époux sont parfois si violentes que Madame aurait déjà plusieurs fois menacé de mort son mari. Selon son entourage, il avait même peur d'elle. À la fin du mois de juillet 1920, Madame Bassarabo se rend au bureau de son mari non loin de leur appartement. La femme semble très pressée et ce n'est d'ailleurs pas dans ses habitudes qu'elle vienne ainsi dans les locaux de l'entreprise et encore plus alors que son mari est absent. Elle est accompagnée d'une grosse malle et d'une lettre dans laquelle M. Bassarabo demande expressément à son secrétaire de lui envoyer en urgence cet encombrant paquet à Nancy, car il contient des documents de première importance dont il a un besoin impératif. Avant de quitter les locaux d'une façon inattendue, elle renvoie les employés chez eux, expliquant que son mari étant en voyage d'affaires, il n'aurait pas besoin d'eux avant son retour. Cependant, la malle doit être envoyée immédiatement à Nancy, c'est très important. Et contrairement aux employés présents ce jour-là, on se doute bien de pourquoi. Le concierge de l'immeuble les aide ensuite à charger la malle sur un taxi, direction Gare de l'Est. Mais vous le savez tout comme moi, concierge est un métier où la curiosité est une seconde nature. Il ne peut donc s'empêcher de demander ce que contient la lourde malle parce qu'elle est quand même drôlement chargée. En la manipulant, il avait comme l'impression qu'il y avait quelque chose de mou à l'intérieur. Comme seule réponse, il s'entendra sèchement dire par Louise que ce sont des livres. Quelques jours plus tard, Édouard Croix, le chauffeur de M. Bassarabo, se rend au commissariat de police du 9e arrondissement pour signaler la disparition de son patron. Il explique à l'agent que le 30 juillet, après l'avoir déposé près de chez lui vers 23h30, M. Bassarabo lui a demandé de venir le chercher le lendemain à 9h pour un rendez-vous d'affaires. Et le patron ne viendra pas, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Inquiet, le chauffeur se rend au bureau rue de la Victoire, mais il n'y est pas non plus. Il commence alors à se demander si son patron n'a pas été enlevé entre la place de la Trinité où il l'avait déposé et son appartement du Square La Bruyère. Certes, il n'y avait que 200 mètres à parcourir, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ou alors, peut-être lui est-il arrivé quelque chose chez lui.
En effet, M. Bassarabo, très proche de son chauffeur, s'était confié à lui récemment. Il lui avait parlé de ses problèmes de couple et des tensions entre lui et sa femme Louise, au point d'avoir peur de rentrer chez lui. À la suite de ce signalement, le commissaire Thierry se rend au domicile de l'homme d'affaires disparu. Lorsqu'il sonne à la porte, c'est son épouse Louise qui lui ouvre et l'invite à entrer. Et ça tombe bien, c'est justement elle qu'il souhaitait rencontrer. Si l'appartement est meublé avec goût et lumineux, ce qui en général est du genre à donner une bonne impression, il y règne un certain désordre. Louise est accompagnée de sa fille Paul. Les deux femmes proposent un thé au commissaire et lui demandent ce qui l'amène. Lorsque l'annonce du signalement de la disparition de M. Bassarabo est faite, son épouse semble surprise. Elle répond sans la moindre hésitation qu'il n'a en aucune façon disparu, puisqu'il est en voyage d'affaires à Nancy. En plus, elle a eu des nouvelles récentes de son mari, puisque ce dernier lui a demandé de lui envoyer une malle pleine de documents. Car vous savez, M. Bassarabo a fait de l'espionnage pendant la guerre, dit-elle comme pour justifier cette histoire peu crédible de voyage d'affaires, de malles et de documents. L'attitude des deux femmes éveille sans attendre les soupçons du commissaire. Il sait qu'il faut retrouver cette malle car elle semble être la clé de cette histoire. Expédiés de la gare de l'Est, les employés s'en rappellent parfaitement et retrouvent facilement le commissionnaire qui avait aidé Mme Bassarabo à transporter la malle. Ce dernier se souvient surtout qu'elle avait l'air très pressée. Elle lui avait donné 40 francs et était partie précipitamment sans prendre ni le bordereau d'expédition ni sa monnaie. Et à Nancy, la malle attend sagement depuis plusieurs jours à la consigne. Quand les inspecteurs de police arrivent en gare, personne ne l'a encore réclamée. Et pour tout vous dire, les employés semblent soulagés que quelqu'un demande enfin cet horrible colis. La grosse malle chapelière est de couleur kaki et laisse échapper un liquide à l'odeur nauséabonde. Tout à fait le genre de choses que font des documents. À l'ouverture, ils font une sinistre découverte. Le corps d'un homme enroulé dans une toile cirée, ligoté avec ses propres bretelles et avec une balle dans la tête. Le cadavre est déjà dans un état de décomposition avancé et quasiment méconnaissable, mais il s'agit bien de Georges Bassarabo. Pendant que dans l'est du pays, le macabre contenu de la malle était mis au jour, Louise et sa fille avaient quitté l'appartement parisien pour aller se réfugier dans la villa acquise par Georges à Montmorency. L'adresse étant connue, cette fuite, si c'en est une, ne sera pas longue, car le commissaire Thierry s'y rend et retrouve les deux femmes. Il leur annonce que Georges Bassarabo a été retrouvé mort dans une malle à la gare de Nancy. Qu'ont-elles à répondre à cela? Pas grand-chose. Madame Bassarabo lui sert un récit peu croyable. Devant partir avec son mari, celui-ci l'avait chargé d'amener cette malle à la gare du Nord. Mais Georges n'étant pas venu, il lui avait fait parvenir un mot indiquant qu'elle devait lui envoyer la malle à Nancy car c'est là qu'il se trouvait. Et elle ne sait rien de plus. Embrouillé et peu crédible, ce récit ne convainc absolument pas le policier bien décidé à lui faire dire la vérité. Quelques instants plus tard, elle éclate en sanglots et raconte que la semaine passée, elle et son mari se sont violemment disputés. Ayant peur qu'il ne s'en prenne à sa fille, elle a saisi le revolver qu'elle gardait dans un tiroir et a tiré. Le meurtre avoué, la mère et la fille sont envoyées à la prison Saint-Lazare le soir même, ce qui signe le début d'une instruction qui durera presque 2 ans. Le juge Gabriel Bonin mettra le commissaire René Faralic sur l'affaire. Oui, il s'agit du même juge qui instruisait une autre affaire à la même époque. Oh, pas grand-chose, vous savez. Une petite affaire de meurtre en série, un certain Henri Désiré Landru qui séduisait et tuait des femmes rencontrées via les petites annonces. Imaginez rien qu'une seconde son enthousiasme s'il avait rencontré Louise Weissmann et sa dot d'1 million de francs. Belle ambiance à Gambet. Dès le lendemain des aveux, la presse s'empare de cette affaire bien croustillante. L'histoire d'une femme qui a tué son mari, en 1920, le public adore et demande tous les détails sordides. Et ce n'est pas n'importe quelle femme, ses écrits sont connus, ainsi que son positionnement féministe, ce qui rajoute du piquant aux articles de journaux. Crime passionnel d'une épouse trompée et malheureuse? Crime d'intérêt, dans le but de s'emparer des 600 000 francs que Georges Bassarabo devait toucher ce 31 juillet en concluant une affaire portant sur un terrain pétrolifère au Mexique? L'appât du gain est un grand classique. Alors tout est bon pour spéculer sur le mobile du crime. Et dans cette société patriarcale, certains journalistes iront même bien plus loin en avançant qu'elle aurait voulu passer du féminisme théorique à la pratique, en tuant son mari. Façon ultime de se libérer de la domination masculine.
Dès que le journaliste trouve une perche, il la saisit. Il faut donner du sensationnalisme au public. La féministe tueuse de mari, la coupable parfaite et un titre vendeur, que demander de plus? Mais qu'advient-il de sa fille, Paul? Lors de son interrogatoire, elle avouera avoir aidé sa mère à mettre le corps dans la malle et à l'amener à la gare de l'Est. Elle avoue aussi avoir aidé sa mère à se débarrasser de l'arme du crime, ainsi que son portefeuille et d'autres effets personnels en les jetant dans un lac près de Montmorency. Lors de l'autopsie, le médecin légiste conclut que Georges Bassarabo a été abattu à bout portant. Avec Madame Bassarabo ayant avoué avoir tiré sur son mari, sa fille ayant confessé avoir aidé sa mère à se débarrasser du corps et les conclusions de l'autopsie, on pourrait s'attendre à ce que l'affaire soit classée, mais non. Les deux femmes ne racontent pas la même version de l'histoire, alors qui est la véritable coupable? La mère semble protéger sa fille et avance que sa seule implication est d'avoir cherché la malle au grenier, sans savoir ce qui allait être mis à l'intérieur. La fille, elle, dit avoir été réveillée en pleine nuit par un bruit semblable à un coup de feu. Si sa mère avait prétexté l'explosion du ballon d'eau chaude de la douche, Paul avait entreaperçu le corps de son beau-père étendu sur le sol. Elle savait donc à quoi allait servir la malle et ce que sa mère avait fait. Aide volontaire, complicité dans le meurtre, préméditation. Ces deux histoires n'ont aucun sens et compliquent la compréhension des faits, mais pourtant elles n'en démordent pas. Paul dresse un portrait assez peu reluisant de son beau-père. Apparemment, il aurait épousé Louise uniquement pour son argent. Elle ignorait même son véritable nom, Weissmann, qu'elle aurait appris seulement après le mariage. Il avait plusieurs maîtresses et par-dessus le marché, il lui aurait fait des avances peu de temps après avoir épousé sa mère. Toutes les deux avaient donc de bonnes raisons de vouloir se débarrasser de lui. Mais maintenant, la police aimerait bien des preuves concrètes pour les inculper. C'est bien beau ces témoignages, mais ils sont contradictoires et ont la fâcheuse tendance à avoir des détails changeants au fil des interrogatoires. Il faut plus solide que ça. C'est ainsi qu'ils perquisitionnent la villa à Montmorency et ils ne seront pas déçus par ce qu'ils vont y trouver. Un peignoir taché de sang ainsi que des restes de documents à demi calcinés. Des bagages bouclés sont également trouvés sur place. Il était clair que les deux femmes étaient prêtes à prendre la fuite. Loin, sûrement au Mexique, pays qu'elles connaissent bien puisqu'elles y ont déjà vécu. C'est vrai que c'était une bonne idée. Elles y ont un pied-à-terre, le magasin de nouveautés de Madame Bassarabo, la destination idéale. L'affaire ne cesse de passionner la presse et les spéculations continuent d'aller bon train sur la suspecte. Tout le monde est sûr qu'elle a assassiné Georges Bassarabo. C'est à se demander s'il est nécessaire de tenir un procès. Mais qu'en est-il de son premier mari, Paul Jacques? S'est-il vraiment suicidé ou est-ce qu'elle l'a tué? Pour répondre à cette question, la police étend son enquête à la région lyonnaise pour y rencontrer la famille du premier mari de Louise. Ceux-ci n'hésitent pas à dire tout le mal qu'ils pensent d'elle. Cette horrible féministe qui menait son mari à la baguette et qui en plus voulait que les femmes aient le droit de vote. Rendez-vous compte? Une femme de la pire espèce qui, ils sont sûrs, le trompait. Lorsqu'elle était mariée à Paul Jacques, elle voyait un jeune homme très régulièrement. Un petit gars de 20 ans en plus. Rien de bien surprenant pour l'époque. Les mariages étaient bien souvent plus célébrés par intérêt que par amour, alors prendre un amant ou une maîtresse était plutôt quelque chose de commun. Mais cette fois-ci, ne jugeons pas trop vite Louise, car la réalité est tout autre. Madame Bassarabo était la marraine de guerre de ce jeune homme, rien de plus. Les marraines de guerre étaient des femmes ou jeunes filles qui correspondaient avec des soldats au front afin de les soutenir psychologiquement. Elles envoyaient des lettres, des colis, voire même des cadeaux à ces soldats qui étaient souvent sans famille. Et il arrivait qu'après la guerre, les deux restent en contact. Comme l'a dit Louise Bassarabo elle-même, c'était une relation purement patriotique. Mais voilà, le juge et la police n'en croient pas un mot et sont persuadés que ce jeune homme est son amant et pourrait bien être aussi le complice du meurtre de Georges. Mais n'allons pas si vite, nous sommes déjà revenus à l'affaire de la malle et de Bassarabo. La rumeur continue de courir concernant la mort de son premier mari. Est-ce donc possible qu'elle l'ait tué? Deux pistes s'ouvrent à ce sujet. La première repose sur le témoignage de la concierge de l'immeuble où ils habitaient. Vous commencez à le savoir, les concierges ont toujours des choses à raconter. Elle affirme que la bonne espagnole qu'ils employaient à l'époque soupçonnait Louise d'avoir empoisonné Paul. La seconde piste s'appuie sur un autre témoignage intéressant, celui de la domestique qui a trouvé le corps sans vie de Monsieur Jacques.
Selon elle, les circonstances de la mort sont étranges. Il s'est tiré une balle dans la tête, mais l'arme était au sol, posée entre ses jambes. En toute logique, l'arme aurait dû être sur un côté. Étrangement, la famille du défunt semble écarter ces hypothèses. Cependant, ils sont formels, il s'est suicidé à cause d'elle. Par quelle sorcellerie a-t-il été poussé à ça? C'est un mystère, mais c'est la faute de Louise, ils en sont persuadés. Cette femme est décidément bien étrange. Et même si des témoins attestent que le premier mari a bien mis fin à ses jours, le juge en doute et ordonne l'exhumation du cadavre du cimetière de Saint-Paul-sur-Ubaye pour une autopsie. Malheureusement, dans les affaires d'empoisonnement, il faut faire vite avant que les produits ne disparaissent du corps. Et dans le cas présent, l'autopsie arrive un peu tard. Mais si la mort remonte à 6 ans, une découverte inattendue attend les enquêteurs. Dans la casquette du défunt sont retrouvées plusieurs lettres exprimant sa résolution de mettre fin à ses jours. Est-ce possible qu'elles aient échappé au regard lors de l'enterrement? Soupçonnant un faux rédigé par Louise, le magistrat fait procéder à une expertise graphologique. 2 analyses successives confirment, malgré son scepticisme persistant, que les lettres sont bien écrites de la main de Paul Jacques. Il est donc temps de clore cette page et de se reconcentrer sur Georges Bassarabo. Au fil des interrogatoires, Louise change de version. Elle admet d'abord avoir voulu récupérer le patrimoine de sa fille, que Georges avait dilapidé dans des affaires louches en réclamant la part de commission qu'il lui avait promise sur la vente d'un terrain au Mexique. Il aurait également dilapidé sa dot dans des affaires douteuses, mais aussi pour entretenir ses maîtresses. Devant son refus, assorti selon elle de brutalité, elle aurait agi pour se défendre. Louise prétend aussi qu'il était souvent violent et qu'il se disputait presque tous les jours alors qu'il n'était marié que depuis 5 ans. Elle décrit ainsi les coups réguliers qu'elle subissait, particulièrement quand il rentrait ivre le soir. Mais par la suite, elle se rétracte, expliquant que ses aveux avaient été obtenus sous la pression du juge afin d'épargner à sa fille Paul l'humiliation d'un enfermement à Saint-Lazare parmi les prostituées. Elle nie ensuite toute implication, soutenant que la fameuse malle avait été expédiée à Nancy sur l'ordre même de son mari et qu'elle ne contenait à l'origine que des documents relatifs à la défense nationale. Quant à sa fille, affirma-t-elle, elle n'avait rien vu et rien entendu. Comment le corps est arrivé dans la malle, par contre, ça, aucune des deux ne l'explique. Louise tente encore de se justifier avec une hypothèse bancale. Si ça se trouve, M. Bassarabo a été agressé et assassiné pendant son déplacement quand il se rendait à Nancy. Il était peut-être suivi et victime d'un règlement de compte, l'espionnage, vous savez. Son meurtrier devait bien être au courant de ses déplacements, puisqu'après l'avoir tué et l'avoir mis dans la malle, il l'a envoyé à Nancy. Qui ne tente rien n'a rien. Mais encore une fois, la police ne gobe pas le récit. Un peu plus tard, Paul tombe malade. Elle contracte la grippe et sera alitée à l'infirmerie de la prison pendant 2 mois. Sa mère obtient l'autorisation de rester à son chevet. Il faut savoir qu'à cette époque, il n'était pas rare de mourir de cette maladie. Et comme il faut savoir tirer le bon de toute mauvaise situation, cette maladie est une aubaine pour elle, leur offrant le moment parfait pour accorder leur violon en vue d'un nouveau mensonge, enfin, plan de défense. Cette fois-ci, on va faire simple, elle décide de plaider non coupable. Ni l'une ni l'autre n'a tué Georges Bassarabo. Louise remet sur le tapis l'histoire de l'espionnage et des documents secrets envoyés dans la malle. Cette fois, elle ne dit pas que Georges était à Nancy, mais à New York, dans le cadre de ses activités d'espionnage, et elle affirme cacher un secret qu'elle n'a pas le droit de révéler. Et c'est pour cette raison, la protection de cet important secret, qu'elle aurait prétendu l'avoir tué dans ses premiers aveux. Afin que personne ne sache qu'il était parti aux États-Unis pour ses activités d'espionnage. Paul, quant à elle, dit avoir beaucoup réfléchi lorsqu'elle était alitée. Elle a remis ses idées en place et est maintenant en mesure de se remémorer toute l'histoire. Et comme par le plus grand des hasards, elle peut désormais certifier que sa mère est innocente. Mais il y a encore et toujours des incohérences. Visiblement, Madame Bassarabo n'avait pas prévu de petits carnets à mensonges afin de prendre des notes et de sortir une histoire crédible à la police. En janvier 1922, le juge décide d'envoyer le dossier à la cour d'assises. Les charges retenues contre elle sont l'homicide volontaire avec préméditation pour Louise et la complicité pour sa fille. Coup du sort, en avril 1922, le juge Bonin meurt brutalement. Sa disparition révèle des failles dans l'instruction. Certains documents avaient été laissés de côté et les accusés n'avaient jamais été interrogés à leur sujet. L'affaire, déjà retentissante, se trouve ainsi prolongée.
Un supplément d'enquête est ordonné et le procès sera repoussé. Il s'ouvrira à la cour d'assises de Paris le 8 juin 1922. Et en ce jeudi matin, c'est Maurice Gilbert qui préside la cour. Le même Maurice Gilbert qui avait présidé le procès du tristement célèbre Landru à Versailles en 1921. Madame Bassarabo, pour sa défense, fait appel au meilleur, car elle en a les moyens. Maître Vincent de Morogia-Ferry est considéré comme l'un des meilleurs avocats du XXe siècle et on lui concède volontiers des talents d'orateur hors pair. Bien que ces derniers n'aient pas suffi à sauver la tête d'Henri-Désiré Landru au terme d'une plaidoirie qui entrera dans l'histoire. Tout comme celui du Barbe Bleue de Gambet, le procès de Madame Bassarabo est un véritable spectacle et la foule se presse à l'entrée du palais de justice. Tout le monde veut voir les accusés. Deux femmes élégantes, un peu trop maquillées, mais bien habillées. La fille semble gentille, mais sa mère est décrite comme une femme osseuse, au regard rempli de haine. Les grands reporters des quotidiens relatent chacune des audiences en première page. Le défilé interminable des témoins prolonge les débats jusqu'au 21 juin. Parents, amis, hommes d'affaires, associés, voisins et même les maîtresses de la victime passeront à la barre. Parmi eux, la femme de lettres Aurèle, qui prend la défense de l'accusé, Jules Romain, familier de son salon, ou encore Georges Piment, le fameux filleul de guerre que la police avait pendant un temps suspecté d'être complice du meurtre. Au fil des audiences, le voile recouvrant la vérité s'effrite peu à peu. Georges Bassarabo apparaissait ruiné, vivant aux dépens de la fortune de son épouse, et la fameuse commission mexicaine n'avait en réalité aucune chance d'un jour être versée. Le procès, ponctué d'incidents et de coups de théâtre, atteint son paroxysme le 7 juin, lorsque Paul Jacques, la fille de l'accusé, évoque un secret qu'elle ne révélerait qu'après le procès. Le président suggère qu'elle devrait le révéler dès maintenant, surtout qu'il est censé changer le cours de l'histoire. Mais elle refuse et se tait. C'était bien la peine de l'évoquer, ce secret. Sa mère, dans une dernière tentative de sauver sa peau, dit que si elle avait tué son mari, les voisins auraient forcément entendu le coup de feu. Mais personne n'a rien entendu. Bien tenté, mais ça ne changera plus grand-chose à ce stade du procès. Le 21 juin, après le réquisitoire de l'avocat général et la plaidoirie de plusieurs heures de maître de Morogia-Ferry, Paul craque. Interrogée par le président Gilbert, elle reconnaît avoir menti et avoue avoir participé à la confection et à l'expédition de la malle sanglante, affirmant que sa mère l'avait d'abord enfermée dans sa chambre. Indice évident de préméditation. Louise Bassarabo ne cesse de clamer son innocence. Déconcertée par les aveux de la fille, Morogia-Ferry improvise une ultime défense. « J'ai la terreur des calculs qui ont précédé l'improvisation véhémente de Paul Jacques. Ces aveux sont-ils sincères? Je l'ignore. Mais se peut-il que pour défendre, il faille assassiner? L'avocat général réclame la peine de mort pour la tueuse de mari ainsi que pour sa fille. Car pour lui, seuls les premiers aveux qu'elles ont faits tout au début de l'instruction sont valables. Peu importe ce qu'elles ont pu raconter ensuite pour tenter de sauver leur peau. Le verdict tombe, Paul est acquitté et sa mère échappe également à l'échafaud. Elle est condamnée à 20 ans de travaux forcés. Ce sont des circonstances atténuantes qui sauveront sa tête. Reconnaissante, elle remercie les jurés d'avoir épargné sa fille, bien que celle-ci l'ait trahi en l'accusant. Elle tentera de se pourvoir en cassation, mais sa demande sera rejetée le 7 septembre 1922. Fin de l'histoire? Pas tout à fait. En 1929, 7 ans après la fin du procès, Paul Jacques refait surface. Pour confesser ce fameux secret gardé pour elle durant le procès, peut-être. Elle se rend chez le procureur de la République pour faire son ultime aveu. Elle a menti pendant le procès. En vérité, son accusation impromptue durant le procès n'avait eu d'autre but que d'obtenir sa propre libération. Non, sa mère ne l'avait pas enfermée dans sa chambre et non, le crime n'avait pas été prémédité. Dès lors, elle multiplie les démarches pour obtenir la grâce de Louise, détenue à la prison de Rennes où sa conduite était jugée exemplaire. Mais condamnée par la maladie, une tuberculose osseuse, Louise Grouès s'éteint le 21 mars 1931 à l'Hôtel-Dieu de Rennes, proclamant son innocence jusqu'à son dernier souffle. Quant à Paul, elle poursuit quelque temps un combat pour l'amélioration du sort des prisonniers avant de se retirer dans un couvent. En ce qui concerne Louise, sa culpabilité ne fait aucun doute. A-t-elle bénéficié d'un complice autre que sa fille? Les enquêteurs l'ont cherché en vain. Reste une zone d'ombre que l'histoire ne dissipera jamais. Le rôle exact de Paul. A-t-elle été seulement entraînée? Ou bien est-ce elle qui a incité sa mère à passer à l'acte?
Quelque part, non sans une certaine ironie, on peut dire que c'est le patriarcat qui a sauvé la tête de Louise Grouès. Bien souvent, les femmes bénéficiaient de circonstances atténuantes, même pour un meurtre. Alors que les hommes étaient condamnés à la peine capitale, les femmes, quand elles n'étaient pas acquittées parce que non conscientes de leurs actes, étaient condamnées aux travaux forcés ou à l'internement dans un couvent. À cette époque, elles étaient perçues comme moins dangereuses pour l'ordre social, comme des êtres faibles agissant sous la contrainte de la misère ou de la passion. La peine capitale devenait alors l'exception, étant réservée aux cas jugés les plus monstrueux. S'il n'a jamais été officiellement confirmé que Louise Grouès avait bien tué son mari, au vu des circonstances, il y a peu de place pour en douter. Quoi qu'il en soit, elle aura emporté ses véritables raisons jusque dans sa tombe, et il en est de même pour sa fille Paul. De la jalousie à l'appât du gain, lors d'un acte prémédité ou suite à une dispute qui tourne mal, nombreuses sont les explications possibles. Ou bien était-ce pour elle l'ultime façon de prendre le pouvoir sur les hommes? N'oubliez pas, la seule chose plus terrifiante que la fiction est la réalité. Merci à notre partenaire Oli. N'hésitez pas à aller découvrir leur gamme et profiter de mes codes de réduction.